Bonjour et bienvenue au balado Seeing Clearly, épisode numéro 35. Ceci est le troisième épisode de notre mini-série francophone, soit Vision claire. Je m'appelle Mohamed. Et je m'appelle Anas et nous sommes tous les deux des fiers ambassadeurs de iCurriculum. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous présenter notre troisième invité de la mini-série francophone, un médecin très inspirant, Dr. Andrew Toren. Dr. Toren a grandi à Ottawa et a complété 3 ans d'études en biologie et chimie à l'Université d'Ottawa. Il a ensuite complété ses études en médecine à l'Université de Toronto et était de retour à Ottawa pour sa résidence. Il a obtenu son fellowship en glaucome à l'Université Dalhousie à Halifax. Dr. Toren est ophtalmologue à l'hôpital Saint-Sacrement à Québec depuis 2012 et est aussi professeur associé à l'Université Laval. Dr. Toren pratique aussi en région depuis 2013 où il dépanne souvent aux îles de la Madeleine et aux baies Sainte-Paul. Dr. Toren a aussi plusieurs expériences en médico-politique et travaille étroitement avec l'Association des résidents au niveau provincial et national. Dr. Toren a servi en tant que président du PERO. Il est important de souligner que Dr. Toren a établi le programme de fellowship en glaucome à l'Université de Laval et planifie des stages internationaux pour les résidents en ophtalmologie. Dr. Toren, on est chanceux de vous avoir avec nous. Merci encore d'être ici aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, Dr. Toren, pourriez-vous parler un peu de votre parcours en ophtalmologie, puis qu'est-ce qui vous a amené vers ce domaine? Mais c'était pas le parcours typique pour beaucoup de gens. Moi, j'ai fait ma médecine à Toronto. J'ai aligné ma carrière à travers les mentorats vers le médecin interne. Et puis, j'ai fait mes 2 jours et demi en ophtalmologie. Et puis, comme j'ai pensé à l'époque, j'ai dit, je ne veux pas que ma passion perde de vision. Alors, je vais étudier un peu l'ophtalmologie avant de commencer mon stage. Je fais sûr que je suis bien préparé. Et puis, je fais de 2 journées et demie. Et c'est ce qui m'étonnait, c'est l'expérience que j'ai eue avec quelques patients où Tintologie est quand même beaucoup plus que j'imaginais. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais ça m'a fait réfléchir. Alors, j'ai continué et j'ai croisé le résident à l'époque qui m'encourageait de faire l'ophtalmologie. Et 2, 3 fois, j'ai dit non, 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 je ne veux pas un dentiste des yeux. Puis, c'était pas dans mes pensées vraiment. Mais j'ai fini mon stage de gynéco, de obstétrique gynéco. Et puis, c'est jamais quelque chose que j'ai envisagé de faire. Mais c'est ce que je réalisais, c'est que j'aime bien le mix dans la journée des cliniques, bloc opératoire. J'étais un peu déçu quand j'ai fini, disant, ouais, ça c'est la fin de ma expérience au bloc opératoire. Je vais dans le médecin interne et j'étais un peu déçu. Et puis j'ai réfléchi. Puis le lendemain, j'ai croisé le même résident et il m'a dit, as-tu fait ton stage en cours en ophtalmologie? Et je dis, non, mais je suis prête, si tu veux. Et puis, alors, il m'a aidé pour organiser un stage. J'ai fait mon stage pendant mes vacances, entre la troisième et quatrième année, parce que c'était déjà tardif. On parle de C'était printemps, été avant le CARMS. J'ai fait mon premier stage. Puis j'ai vraiment bien aimé. Alors j'ai appliqué et puis c'est comme ça que j'ai entré en ophtalmologie. Alors c'est pas le parcours typique, mais c'était toujours un intérêt pour moi de médecine et je réalisais que j'aime bien la chirurgie aussi. Alors ces deux choses alignent bien dans une carrière comme ça. Alors par la suite, j'ai fait ma résidence en ophtalmologie puis j'ai intéressé en glaucome. Alors voici où je suis maintenant. Merci beaucoup, Dr. Toren. Comme vous avez mentionné, je pense que vous avez aimé le mix de médecine, du bloc opératoire, puis vous avez aussi une passion pour le glaucome. Pourriez-vous nous décrire un peu une journée typique dans votre vie en tant que spécialiste du glaucome? Puis, est-ce que vous pouvez aussi toucher sur comment l'environnement à Laval est différent des autres endroits où vous avez travaillé? Oui, alors, la bonne chose, c'est qu'il n'y a pas toujours une journée typique, mais en général, nos patients sont âgés. C'est de notre clientèle vraiment. Et puis, on travaille en clinique externe. Moi, j'aime bien de travailler à l'hôpital. J'ai une pratique académique. Alors, je travaille en équipe avec l'équipe ici au CIO. Et on avait une équipe dynamique et c'est intéressant de travailler avec les gens, d'avoir une interaction. Et une journée typique en clinique, c'est de voir un patient après l'autre, et c'est très occupé. Il faut faire beaucoup d'attention à une patient à la fois avec beaucoup d'informations qui entrent et essayer de distiller clairement pour les patients, de simplifier l'information pour eux. Et
de l'accompagner des patients. En glaucome, on suit des patients à vie, vraiment. Alors, c'est un partenariat que tu accompagnes les gens longtemps. Alors, c'est bien de revoir les patients, d'établir des relations de long terme et d'essayer de l'accompagner avec leur maladie, comme ça. Alors, typiquement, c'est les cliniques. Souvent, c'est actif en termes de, parce que j'ai pratique largement chirurgical. Alors, c'est beaucoup de petites interventions à travers la journée, à la lampe à fente, dans la salle mineure, euh, et en faisant des lasers. Alors, c'est quand même assez actif, j'aime bien. Oui, j'ai juste pensé, je n'ai pas bien répondu à la question à propos de la différence ici à Laval où je travaille hier. Mais le langage est différent. J'ai travaillé toute ma vie en anglais. J'ai fini ici comme anglophone. Alors, j'étais avec des défis. Alors, grâce à mes patients et mes collègues, j'ai appris le français ici éventuellement. J'ai pas maîtrisé comme je témoigne maintenant, mais ça a aidé beaucoup ici à Laval. Et puis, j'ai pas travaillé, j'ai travaillé dans Halifax un peu quand j'étais fellow avec des étudiantes, mais c'est vraiment un centre très académique, et tout unifié dans une place. Alors, c'est ce qui est très intéressant ici. Alors, j'espère que ça répond bien à votre question, Mohamed. Merci beaucoup pour votre très beau résumé, Dr. Toren. Je pense que ce qui est très intéressant de ce que vous dites, c'est le fait que les gens pensent souvent que l'ophtalmo, c'est une spécialité où les patients sont vus de manière très rapide. Mais là, vous parlez plus du côté chronique et très long terme des soins des patients. Donc, merci beaucoup pour avoir élaboré sur ce point-là. Qu'est-ce qui différencie votre pratique en région urbaine de votre pratique en région plus éloignée? Oui, mais pour moi, je suis spécialiste de glaucome. Alors, je reçois beaucoup de consultations des autres ophtalmologistes pour les patients qui ont besoin pour leur glaucome, souvent primordialement une chirurgie glaucome. Alors, c'est très chirurgical, c'est très tertiaire. Je reçois des cas qui sont difficiles de plusieurs aspects euh, et qui sont sévères. Vraiment, c'est lourd. Patients qui sont prêts, qui ont déjà perdu un œil, qui sont prêts à perdre l'autre œil. Alors, en région, je pratique surtout du général. Alors, je pratique, et ça garde la main, ça garde l'expérience générale que j'aime bien. C'est moins intense. C'est pas chaque cas où ils vont perdre la vision. On n'a pas toujours crainte, de surveiller très proche et de le suivi. C'est des suivis qui, tu vas voir le patient chaque année et tu vois des choses plus simples, en termes de solutions, qu'il y a quelque chose qu'on peut faire plus rapidement, qui répond bien tout de suite aux gouttes, qui n'a pas l'aspect de chronicité toujours. Alors, en région, c'est surtout un peu de variété, un peu de, ouais, plus de variété, un peu de pause aussi. Et la différence entre régions il n'y a pas vraiment de différence dans la pratique générale, je pense, mais certainement dans les centres académiques, on a tendance, comme toutes les choses, de spécialiser les choses. Alors, les gens se spécialisent plus, mais en région, vous êtes obligé, même si vous ne voulez pas être spécialiste, de faire tout, parce que les patients ne peuvent pas voyager longtemps, c'est difficile de déplacer. Alors, on essaie de faire tout ce qu'on peut pour les patients, d'éviter les déplacements inutiles pour eux. Et dans le centre ici, c'est ce qui est très bien au CIO, c'est que si j'ai une question, je marche à côté et je parle à ma collègue en Martine, en Cornet, ils sont juste à côté. Et c'est très bien pour l'apprentissage, parce qu'on a toujours des choses à évoluer avec nos collègues et de voir la collégialité, l'accès direct comme ça, soit que c'est un appel ou littéralement juste croiser dans le corridor et dire, j'ai vu une patiente l'autre journée, qu'est-ce que vous en pensez? C'est stimulant et ça aide beaucoup dans la pratique d'avoir ce support dans un groupe comme ça. Merci beaucoup pour votre réponse, Dr. Toren. Comme on le sait, vous êtes très impliqué dans l'enseignement des résidents et des fellows. Donc, on se demandait si vous pouvez nous parler un petit peu sur le programme de fellowship de glaucome à l'Université de Laval que vous avez lancé. Oui, alors le fellowship a commencé il y a 5 ans et c'était un de mes anciens mentors, Dr. Karim Damji, qui prend des ophtalmologistes qui viennent de l'Afrique, en fait, largement pour les former. Et l'ophthalmologiste avait échoué son test d'anglais dans une section pour certaines provinces qui était très exigeant. Il était découragé, et Dr. Damji disait, mais il parle très bien le français, c'est son première langue. Pouvez-vous le former à Québec?
Et puis, j'ai dit, ben, certainement, on avait un excellent groupe ici. On était 5 spécialistes de glaucome dans un centre tout ensemble. Alors, on a pris notre premier fellow d'une façon non officielle. Et puis, c'est une expérience d'apprentissage et tout ça. Et puis, par la suite, j'étais intéressé de lancer un programme de façon officielle, de recruter des gens parce que je trouve que ça aide l'environnement de l'enseignement, de l'apprentissage, de partage des connaissances. Et puis, alors, j'ai lancé ce programme il y a quelques années. On avait passé notre premier fellow qui vient de la Suisse. Et puis, on est toujours recherche d'autres fellows dans l'avenir, de venir ici, de passer le temps, de spécialiser parce que je pense qu'on en fait une excellente expertise, beaucoup de chirurgie au niveau euh, euh, qu'on tous fait ensemble. Ici, on est un centre qui sert une grande région et on est très, très occupé. On avait beaucoup de bonnes connaissances entre notre groupe aussi, avec formation de différentes places. Chacun a des choses à contribuer à la formation. Alors, je trouve que ça aide l'expérience pour les résidents et les fellows. Il y a toujours un peu de tension dans la formation quand il y avait plusieurs personnes. On sait qu'on va manquer des choses, mais je crois que ça vraiment rajoute l'expérience parce qu'on crée une culture d'apprentissage. Moi-même, quand j'ai fait ma formation, c'était pas mes patrons qui m'enseignent autant que mes collègues, les co-résidentes, parce que on a toujours beaucoup de choses à apprendre. Tout le monde est dans la même place. Alors, c'est une équipe d'apprentissage. Quand vous êtes résident, vous servez, vous êtes très occupé, mais vous avez besoin juste comme maintenant, quelqu'un à côté dit, j'ai pas vu ça, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et ça crée un bon environnement comme ça. Alors, ça, c'est ma motivation pour faire le fellowship et puis ça attire des gens de l'international, ça crée des connexions, qu'on puisse continuer cette amitié, cette formation interpersonnelle. C'est une bonne expérience enrichissante, vraiment. Merci beaucoup pour votre réponse, Dr. Toren. Maintenant, si on change de sujet puis on parle des missions humanitaires, nous savons que c'est quelque chose que vous aimez quand même passer du temps à faire. Les missions Ouais. humanitaires sont loin d'être rares ces jours-ci, on est d'accord. C'est quoi qui vous a inspiré à participer à ces missions humanitaires en tant que médecin ophtalmologue? Ouais, mais je pense que c'est une grande question. Euh, J'étais pas intéressé de tout, honnêtement, de faire les choses à l'international au début. Et puis, quand j'ai fini ma médecine, j'avais une pause de quelques semaines. Je me dis dans ma tête, oh, je ne vais jamais avoir 6 semaines complètement libres de ma vie encore. Alors, je fais quelque chose de différent. Et puis, j'avais un coloc à l'époque ses parents habitent en Afrique, qui disait, venez nous visiter. Alors, j'ai juste pris un avion, billet d'avion, je suis allé sans quasiment aucun plan d'aller visiter ses parents qui étaient en Zambie à l'époque et de faire voyager autour. J'ai pensé de faire le pouce et juste faire le backpacking un peu. Alors, j'ai visité la région de ses parents. Il disait, il n'y a pas grand-chose à faire ici, vraiment. Et il disait, mais on connaissait un médecin qui était à l'autre côté de le pays et apparemment, c'est très intéressant et puis tu vas peut-être aimer. Alors, j'ai appelé le médecin, je m'introduis, j'ai dit, j'ai entendu, ça serait intéressant de visiter où vous travaillez. Et c'est un expat, quelqu'un qui était formé en Irlande, qui a suivi une autre personne d'Irlande qui était bien connue à l'époque, et puis a établi plusieurs hôpitaux, plusieurs services dans le Congo à l'époque. Dr. McAdam avait passé une grande partie de sa vie là, et puis il avait pris une autre vingtaine d'années en Zambie à travailler en hôpital. C'était un chirurgien général. Alors, je travaillais avec lui pour 2 semaines, et c'était la meilleure 2 semaines de tout le temps que j'ai passé là. C'était vraiment une expérience intéressante, enrichissante, et c'était l'amitié aussi. Alors, il m'inspire, c'est lui qui m'inspire de continuer. On échange des courriels depuis 20 ans. Il est retourné maintenant prendre sa retraite en Irlande. Et puis, on échange des courriels, et c'était vraiment une passe spéciale et inspirant vraiment pour moi. Alors, c'est comme ça parce que j'arrive là, et puis il était chirurgien général. Il m'a dit, Andrew, si je fais ça encore, je fais l'ophthalmologie. Parce qu'il m'a dit, tu peux tellement aider les gens ici, tellement rapidement. Et en fait, il fait l'ophthalmologie, croyez ou non, mais il fait les cataractes, il fait tout. C'est vraiment quelqu'un d'incroyable. Et puis, je me suis dit, ah, c'est vrai, on peut vraiment apporter beaucoup à des gens ici. Lui était formé par quelqu'un à l'époque qui n'a pas de lampe à vente.
et il fait des cataractes, imaginez. Et puis, alors, le niveau de formation, évidemment, il y avait plus des choses à fur et à mesure, mais ça prend pas beaucoup, parfois, d'aider des gens avec l'expérience enseignement. Et ça m'a frappé. Alors, on a gardé le contact. Maintenant, avec technologie, il n'y a pas besoin d'aller en place. Il m'a envoyé par courriel, par texto, quasiment, des photos des personnes, et des choses comme ça. Alors, c'est lui qui m'a inspiré dans une démarche. Et puis, pour raccourcir l'histoire, à la fin, c'est que je me cherchais quand j'ai établi comme professeur ici à l'Université de Laval. Je me suis dit, ouais, on a beaucoup d'expertise pour offrir aux francophones. Ça va être bien dans les pays francophones en développement d'offrir un peu de même service d'aide qui existe ailleurs. Et puis, je cherchais un peu dans les visites des opportunités qui peuvent avoir des échanges, mais finalement, c'est notre fellow qui est venu avec Dr. Damji, qui vient de Côte d'Ivoire. Il arrive ici. Et c'est parfait, c'est la place parfaite, quelqu'un qui connaissait notre expérience ici et qui lui-même s'est impliqué d'aider les soins en Côte d'Ivoire. Alors, c'est comme ça, c'est c'est comme organisé, mais c'est pas organisé, voyez-vous. C'est juste être ouvert les opportunités qui viennent. Et puis, c'est se présenter qui arrive ici. Et puis, avec Dr. Agre en Côte d'Ivoire, maintenant, on travaille beaucoup. On va partir dans quelques semaines pour une mission avec mes collègues, les résidentes et les infirmières. Encore avec la même idée, le partage des connaissances, l'échange d'informations, ouvrir la perspective sur le monde, toutes ces choses. Alors, en bref, ça, c'est un peu mes parcours en travail humanitaire. C'est grâce à des mentorats que j'ai rencontrés, c'est grâce à des circonstances parfois que tu n'anticipes pas, mais juste à t'ouvrir des expériences et prendre une étape à la fois comme ça. Merci beaucoup pour l'histoire très détaillée, un peu de comment vous vous êtes trouvé dans ce milieu-là. Je pense que ça a certainement eu un impact très inspirant pour vous-même. Maintenant, est-ce que c'était la mission humanitaire qui vous a impacté le plus au niveau personnel ou est-ce qu'il y avait peut-être une autre? Et dans quel sens ça m'a impacté dans... Je pense, une façon de le dire, c'est quelle mission qui vous a marqué le plus dans votre vie? Oh, c'est difficile à dire. Je pense que les choses qui vraiment impactent une personne le plus sont les choses qu'on fait en répétition. C'est que les pratiques qu'on se développe, tu vois, les choses qu'on fait en répétition. C'est sûr que j'ai failli mourir une fois en mission humanitaire, mais ça, c'est une autre histoire. Mais oui, je sais pas vraiment. Mais peut-être dans ce sens, c'est la première fois. La première fois, je suis allé et j'ai jamais imaginé qu'est-ce qu'on peut faire et tout ça. Ça m'a impacté peut-être le plus dans ce sens-là. Merci beaucoup encore, Dr. Toren. La prochaine question est notre question traditionnelle ou signature question de notre podcast. C'est une question un peu plus relax pour vous connaître un peu plus comme personne. Donc la question c'est, si vous avez la chance de rencontrer trois personnes, mortes ou vivantes, qui seraient-elles et pourquoi? Hmm. Bonne question. Mais dans l'histoire, certainement beaucoup de gens. Mais je pense que comme chrétien, je me raconter l'apôtre Paul, tu vois, de voir quelqu'un qui a vécu toute expérience en voyage, qui avait vécu des changements dans la vie, qui a vécu beaucoup de choses. Je pense que ça va être certainement pour moi, dans ma foi chrétienne, intéressant de rencontrer quelqu'un avec une perspective de vie comme ça. Euh, je pense que dans l'histoire, certainement, tu vas poser des questions de grands noms d'histoire, pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils ont fait ça. Mais j'ai toujours intéressé à raconter mes ancêtres, tu vois, avant qu'ils s'établissent ici au Canada, quand ils étaient en Europe et tout ça. C'est certainement les personnes que je veux s'asseoir à côté aussi et de voir comment ils voient les choses, les perspectives et tout ça. Et puis, un troisième, on peut dire Monsieur Fuchs, Dr. Fuchs, là, qui a découvert tellement en ophtalmologie, là, tu dis. Comment c'était comme de pratiquer l'ophthalmologie avec très, très, très peu de connaissances et de faire tout, d'avoir l'idée de ces médecins à l'époque qui étaient vraiment en attendant de découvrir des choses, qui avaient une curiosité pour le monde. Je pense que
beaucoup de scientifiques à l'époque du 18e siècle. Ça va être intéressant à rencontrer aussi. Ouais. Merci beaucoup pour les réponses un peu plus personnelles, là. Je sais qu'on met toujours les guests un peu sur on the spot, donc c'est pas facile. Maintenant, avant de conclure, une toute dernière question très brève. Si vous avez des conseils à donner pour les étudiants qui nous écoutent aujourd'hui, ça serait quoi? C'est une très large question, hein? Mais j'imagine que si vous écoutez aujourd'hui, vous êtes intéressé en ophtalmologie, j'imagine. Sinon, finir le podcast, écoutez quelqu'un d'autre, plus intéressant. Mais, mais si vous êtes intéressé en ophtalmologie, c'est très bien. Je pense que vous poursuivez une excellente carrière, une excellente opportunité de servir les patients. Persister, c'est difficile maintenant d'entrer en ophtalmologie. C'est beaucoup d'incertitudes quand vous cherchez des choses, mais soyez ouverte aussi à des opportunités. On sait jamais comment la vie va tourner. Je pense qu'il va avoir une ouverture des choses, d'apprendre des choses et de toujours accélérer, de travailler dans ce que vous faites pour le mieux. Ça, c'est attitudes qui vont t'aider beaucoup dans vos démarches pour l'ophthalmologie, pour la vie. Euh, je pense que c'est bien de voir, oui, d'avoir une plus grande vue sur les choses, toujours. Euh, c'est qu'on a tendance tous de voir juste devant nous comme ça, mais d'essayer d'avoir des plans longs, court terme, moyen terme, de voir des priorités claires dans la vie. Je pense que beaucoup, je vois dans les étudiants des gens très motivés. C'est important de séparer votre identité et votre performance parce que vous êtes tous des performeurs exceptionnels, vraiment. Vous êtes vraiment intelligents, vous performez excellent, mais on se décourage parfois quand on ne réussit pas dans ce qu'on visait à faire parfois. Et parfois, c'est parce qu'on attache notre performance à notre identité un peu trop. Vous n'êtes pas votre performance. Votre performance, ça peut être bien, ça peut être mauvaise. On tous avoir des choses à améliorer, mais d'avoir un sens de votre identité qui est séparé de votre performance tout le temps. Je pense que ça aide à traverser des temps difficiles, ça aide de performer mieux dans le long terme aussi. Si vous connaissez vous-même et vous connaissez les raisons que vous viviez, vous avez un sens de la vie, et puis ça vous amène plus loin de travers des choses difficiles, de travers même des choses qui vont très, très bien. Parce que le problème, parfois, c'est des choses qui vont très bien, ça ne nous aide pas de notre ego, ça ne nous aide pas de garder l'humilité, d'avancer comme ça. Alors, oui, c'est super, Ophthalmologie. Je vous souhaite tout le meilleur dans vos carrières, j'espère de vous voir comme collègue. C'est ce que je vous dis à tout le monde qui vous écoute ici aujourd'hui. Un grand merci à tous nos écouteurs et un merci très, très, très spécial à Dr. Toren pour son temps et pour avoir partagé ses expériences et ses conseils sur cet épisode de la mini-série francophone de Seeing Clearly. Suivez-nous sur Instagram et Facebook de iCurriculum pour écouter les prochains épisodes et pour accéder à du contenu éducatif. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup. Anna, c'est Mohamed.